Ah, Christine, elle est peut-être rentrée exact, oui, parce que je l'ai vue quand? Mercredi soir, ouais, ouais. Elle était sur Zoom pour les enseignements de Genjampen. Donc elle est rentrée, ouais. Ouais. Bah, c'est cool. On verra bien. Très bien, donc on était à la 199, non? Là, j'étais pas la dernière fois, donc je peux pas trop. J'ai revu, mais je Ouais, ne sais plus trop. d'accord. Oh, c'était assez, c'est pas très compliqué. C'était par rapport où se trouve l'esprit dans le corps, etc. Il y a des débats, il y en a qui disent Ah dans oui. le cœur, d'autres le cerveau, etc. Et la Rinpoche dit ça peut être les deux. Et ensuite, à 199, il dit que selon le mantra secret, le Vajrayana, qui est le système extraordinaire et final, oui, ils ont mis définitif en français, mais c'est final en anglais, pose 8 endroits principaux de résidence de l'esprit. Selon ce système, il faut dire que l'esprit réside dans les 8 à la fois. Ouais, donc c'est tout à fait possible parce qu'il y a des niveaux d'esprit différents et il y a l'état vigile, l'état de rêve, etc. Et donc on peut dire que oui, en effet, en fonction des différents chakras, les bindus, etc., qu'il y a des différents endroits où réside l'esprit. Ok, très bien. Une indication que ce sont les deux principaux et que si quelqu'un nous agresse avec un bâton, nous sommes prêts à sacrifier nos mains afin de protéger notre tête. Ouais, on prend bien garde au cours d'un affrontement à ne pas laisser une arme nous endommager le cœur ou la tête, sachant que nous pouvons facilement en mourir. Ok, très bien. Alors après, est-ce que c'est lié au fait que spontanément on a l'impression que notre esprit se trouve là? Je suis pas nécessairement sûr, mais on protège la tête et le cœur parce que bah on sait que ce sont les organes vitaux et enfin voilà. Enfin, j'imagine. Ok, mais bon, après peut-être chez les Tibétains, peut-être qu'ils sont plus dans leur inconscient collectif. Ah, mon esprit est là, donc il faut que je fasse attention. Pourquoi pas? Ouais, mais l'esprit doit aussi résider dans le corps en son entier, car celui-ci est lié au continuum de conscience. Ouais, c'est ça qu'on dit, qu'on appelle une forme interne. Ouais, une forme interne par opposition à une forme externe. Une forme interne, c'est qui est associée ouais, la définition même de la matière interne, c'est l'atomiquement établi, inclus dans le continuum individuel, dans le continuum personnel. Donc c'est ça la définition de la matière interne, déjà dans les bases du débat, etc. Et donc c'est ça que ça veut dire. C'est tout ce qui est imprégné par la sensation. Ouais, donc les cheveux, non. Le bout des ongles, non. Mais tout le reste qui est associé à la sensation euh, c'est de la matière ou de la forme incluse dans le continuum individuel. Ok, il dit une indication de cela est que toute partie du corps est sensible, bah, sauf les cheveux et les ongles, comme on a dit. Une aiguille plantée n'importe où génère immédiatement une sensation de douleur. Ok, et donc il y a l'esprit qui réside de deux façons, manifeste et latente. Ouais, donc ça c'est c'est intéressant cette question de l'inconscient. Ouais, quand on dit l'esprit est latent, etc. Ouais. Il n'est pas nécessaire qu'il soit manifeste à tout moment, mais il peut être engendré immédiatement lors d'un contact avec un objet, à partir de l'état de latence. Ouais, sinon personne n'entendrait son réveil le matin. Ouais. Donc Donc ça veut dire qu'il est manifeste à chaque fois qu'on est en relation avec l'extérieur? voilà, dès qu'il y a un stimulus qui est suffisamment fort, hein, parce que il y a des gens qui se réveillent pas, il y a des gens qui n'entendent pas leur réveil, etc. Mais parce que, ou alors parce qu'ils sont fatigués ou je ne sais quoi. Mais normalement, s'il y a un stimulus extérieur et que bah, la faculté est en état de marche, normalement, ça génère immédiatement une conscience auditive manifeste. Mhm. Très bien. Ou ouais, des fois ça peut être quoi? Ça peut aussi être bah, pourquoi pas la conscience visuelle, s'il fait jour et que la personne a du mal à dormir quand il fait jour, tout de suite ça va aussi engendrer, ça va la réveiller, quoi. Ok, très bien. Bon, ça c'est pas très compliqué par rapport à ce qu'on a vu avant avec les cognitions, tout ça. Là, ça va. Très bien. Euh, voilà, en coupant une main, on coupe un support de résidence de l'esprit
et crée une coupure du continuum de l'esprit particulier qui était généré en cet endroit. Mais cela ne signifie pas que le continuum de l'esprit en général est coupé, bien sûr, ou que cet esprit doive cesser puisque l'esprit en général infuse le corps entier. Voilà, tout simplement. Très bien, impeccable. Ok, donc là, en fait, on est toujours dans les consciences, cognitions sensorielles et cognitions mentales, ouais. Ça te rappelle quelque Oui, chose? oui, 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 oui. Très bien. Cette façon, et on tourne une page. Très bien. Donc, cette façon dont l'esprit, et les fonctions cognitives, donc les facteurs mentaux, hein, nous on les appelle comme ça, etc., sont engendrés, ne nous apparaît pas de prime abord évident, parce que nous ne sommes pas habitués à y réfléchir. Ouais, c'est vrai qu'en Occident, on se pose pas toujours la question de la différence entre conscience mentale et conscience sensorielle, par exemple. Même si on a la distinction entre l'intellect, la réflexion, etc., et la perception directe. Mais c'est vrai que là, c'est très très précis dans le bouddhisme, en effet. Très bien. Mais à force de considérations répétées, nous pouvons parvenir à en percevoir le processus. Imaginons que que nous allions dans un magasin, de très nombreuses consciences sérielles et simultanées sont générées. Ouais, souvent les gens ils se posent la question si nos consciences fonctionnent en même temps ou pas. Et normalement, oui. Après, c'est où va la conscience mentale, où va l'intérêt de la conscience mentale en particulier, qui fait qu'on peut zapper un son, qu'on peut zapper une couleur, etc., etc. Parce qu'on sera occupé ailleurs. Donc ça, mais ça n'empêche pas que les consciences visuelles, auditives, olfactives, tout ça, ça fonctionne en même temps, normalement. Impeccable. Donc, Ben, ça veut dire que pardon, les oui, consciences sensorielles fonctionnent en même temps, oui, mais c'est la conscience mentale qui va prioriser une des consciences, en fait. oui, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est comme ça. Et aussi, Venerable Gang Jensen avait dit ça à Nalanda. Il avait dit que même si toutes les consciences sont opérantes en même temps, il y a quand même le fait que notre intérêt ou, je sais pas, ou même une affliction ou une pensée, etc., nous pousse vers plus l'un ou l'autre. Comme quand tu regardes un film et puis, je sais pas, moi, peut-être le dialogue est plus intéressant que la scène visuelle, donc tu vas être plus sur l'audition. Mais si c'est plus spectaculaire au niveau du visuel, dans ce cas-là, on peut Mhm. plus facilement zapper les bruits. Ouais, c'est un peu comme ça, j'ai l'impression. Mais après, peut-être les neurosciences diraient des choses assez similaires, c'est possible. Très bien. Et donc, il est alors utile de les identifier et de les analyser. Ouais, donc c'est ce qu'on fait beaucoup, bien sûr, dans Logique, hein. On analyse beaucoup, on débat beaucoup. Généralement, nous observons les autres en épiant ce qu'ils font plutôt que d'observer notre propre esprit pour voir ce qu'il fait. Ouais, ça, c'est un grand drame. Exactement. Au lieu de surveiller nos propres fautes, nous surveillons celles des autres. Et il est bien mieux d'inverser cette tendance. Ok, d'accord. Donc là, c'était un passage assez facile. Donc ça, c'est cool parce que tout n'est pas toujours très difficile. Ensuite, on a les cognitions. Donc là, on a terminé les cognitions. Alors ça, c'est les divisions bipartites. Les divisions bipartites, on en a vu plusieurs déjà, non? On a vu cognition erronée, non erronée. Qu'est-ce qu'il y avait aussi conceptuel, non conceptuel. Et là, là, c'était sensoriel et mental. On pourrait dire, il y a aussi, oui, on a vu aussi les cognitions valides, cognitions non valides, etc. Ouais. Donc il y en a plein de divisions bipartites. Et là, c'en est une autre, les cognitions qui s'engagent par exclusion et celles qui s'engagent positivement. Ça, t'en as déjà entendu parler? Oui, Très bien. c'est Et donc, conceptuel et puis oui, par exclusion, et celle qui s'engage après de manière, positivement. ouais, positivement ou de manière collective. Des fois, c'est Mm. initiative aussi, ouais. Et donc, ça, c'est quoi? Les sensoriels, en fait, on voit tout. Le direct, en fait. Les directs, exactement, ouais. Tout à fait. Ouais, les premières, c'est conceptuel, exactement, et les secondes, c'est non conceptuel. Et ben, c'est génial. Très bien. Et donc là, il dit la définition, donc ça, c'est le texte Racine, la définition d'une conscience qui s'engage par exclusion et donc une cognition qui s'engage vers son objet par le pouvoir de la terminologie. Ok. Ouais, très bien. Donc on pourrait dire pourquoi pas, c'est la définition aussi d'une cognition conceptuelle, pourquoi pas. Sauf qu'une cognition conceptuelle, c'était quoi? Tu te souviens la définition?
Une cognition où il y a un mélange de sens et de sons qui Mhm. peuvent être ensemble, enfin qui peuvent même être mêlés en fait. Excellent, très bien. Waouh, super. C'est tout à fait ça. Ouais, une cognition qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptible d'être mêlée. Mm. Exactement. En tout cas, chez Youngsin Pour Woodchuck. Après, il y a d'autres définitions où ils disent juste une cognition qui appréhende le sens du son, par exemple, ou oui, le sens et le son dans le sens du son, exactement. Et là, excuse-moi, le pouvoir de la terminologie, c'est terminologie, un synonyme, les noms, c'est quoi? On pourrait dire, ouais, parce que là, ils mettent des termes. Et donc, les noms, en effet, c'est ça, parce que quand on pense, en fait, on emploie beaucoup le langage. On emploie beaucoup le langage, même si c'est pas nécessairement le cas à 100%. Il y a beaucoup de langage dans notre façon de penser. Non? Ouais, quand tu réfléchis, quand tu penses à quelqu'un ou tu penses à quelque chose, une Oui, situation, oui, oui. etc. Il y a beaucoup de termes qui sont employés, même s'ils sont pas exprimés, en fait, ouais. Donc après, oui, il y a beaucoup de textes hein, sur ces questions-là, la relation entre le langage et la pensée, tout ça. Mais ouais, c'est assez étoffé, ouais. Et ben c'est super. Et donc, conscience qui s'engage par exclusion et on pourrait dire cognition qui s'engage par exclusion pour être plus précis. Et cognition conceptuelle sont synonymes. Ok, très bien. Parce que si on met que conscience, bah, ça va exclure les facteurs Exactement mentaux. tout. Voilà, bravo. Excellent. Donc ça, c'est à corriger, tiens, faudrait que je le fasse. On va mettre cognition plutôt. Et je vérifierai d'ailleurs avec l'anglais comment ils ont mis. Ils ont certainement mis nowhere, comme ça se fait souvent. Ok, très bien. Impeccable. Et donc, de nombreux manuels posent cette définition différemment et il nous faut comparer afin de trouver celle qui paraît la plus naturelle à notre esprit. Donc, cette définition est posée comme suit dans l'ensemble des thèmes sur la cognition valide de Lama Tsumpa, de Yonzin Pulbutchok et Rateux, c'est un monastère spécifique. Ouais. Donc une cognition qui s'engage vers son objet de manière partielle. Ok, ouais, c'est intéressant aussi, ouais. De manière partielle. Pourquoi? Euh, comment dire? C'est pas l'histoire des isolats, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose, on peut pas voir le reste en fait. On se Mhm. focalise sur quelque chose. Et Ouais, donc, tous les autres caractéristiques, on les met de côté. Enfin, tout à alors fait. que la collective, on voit tout, Mm. même l'impermanence, mais on la saisit pas. Voilà, bravo, magnifique. Ouh là là, c'est super ça. Là, c'est direct 100 points pour Gryffondor. Excellent. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est pour ça que quand on dit pour les autres, les cognitions qui s'engagent positivement, c'est vrai que de manière collective, ça fait plus le contraste avec celles qui s'engagent par exclusion, qui sont justement partielles, comme tu le dis. Ouais, exactement. Ouais, quand on pense à table, on pense pas à table rouge, on pense pas à table bleue, etc., etc. C'est tout à fait ça. Excellent. Très bien. Et Kunken Shepa pose une cognition qui s'engage vers son objet au moyen de son propre souhait. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce que dit aussi Guy Dreyfus dans Recognizing Reality. Il dit que les consciences conceptuelles ou les cognitions conceptuelles s'engagent par le pouvoir de l'intention, en fait. Alors que les cognitions et les perceptions directes, c'est par le pouvoir de l'objet. Si l'objet n'est pas là, il n'y aura pas la perception directe. Alors que pour les conditions conceptuelles, que l'objet soit là ou pas, ça change pas grand-chose. Il suffit d'avoir l'intention d'y penser, etc., ou de l'intention de se tourner vers cet objet. Et donc, c'est pas par le pouvoir de l'objet, c'est par le pouvoir des graines ou de l'intention, etc. Très bien. Donc, c'est bien ce qui fait la Potier, à comparer souvent les définitions comme ça. Excellent. Et à mon avis, il doit les connaître toutes par cœur. Il devait les connaître toutes par cœur. Ok. Et Panchen Sonadhrapa donne la même définition que notre texte, une cognition qui s'engage à son objet par le pouvoir de la terminologie. Ok, bah, c'est très bien. Et donc là, il explique justement, le mot terminologie dans ce cas réfère à une généralité de sens. Ouais. Alors c'est vrai que
nous, quand on parle de termes, on aurait plutôt tendance à penser à la généralité de son, mais c'est surtout la généralité de sens, comme on disait tout à l'heure. Le langage et la pensée et la conception sont très, très liés. Excellent. Et donc, de sorte que l'objet explicitement exprimé, ok, explicit object of expression, ok, par le son exprimant pot et la généralité de sens du pot. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et on pourrait dire que c'est la, ouais, en effet, c'est la généralité conceptuelle en fait. Ouais, ça, je crois qu'on en avait parlé précédemment. C'est-à-dire que quand on est un enfant et on apprend ce que veut dire un pot, par exemple, on nous montre un objet, on nous dit ça c'est un pot. En réalité, ce qui nous est vraiment présenté, c'est la généralité, l'opposé de non-pot qu'on a à l'esprit. Donc en réalité, c'est ça, c'est le véritable objet d'expression. Donc eux, ils ont mis explicite, mais c'est vrai que dans comment ça s'appelle, Knowing, Naming and Negation, Anne Klein dit surtout le véritable objet d'expression. Ouais, parce qu'en tibétain, ngue, ça a au moins 5 sens. Donc ça peut être le véritable, l'explicite, le direct, il y a plein de sens différents. Donc après, libre au traducteur de traduire par explicite ou véritable. Ça, ça, c'est autre chose. Très bien. Donc, en effet, donc c'est surtout à la généralité de sens qu'on nous présente, ou alors la généralité, euh, l'opposé de non-pot. Et donc après, quand on verra un autre pot, même s'il a une autre tête, une autre couleur, une autre forme, etc., on pourra le reconnaître aussi comme un pot, parce que lui aussi sera l'opposé de non-pot. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Très bien. Et toutefois, l'objet conçu de l'expression est le pot. Ouais, tout à fait. Ok, donc ça va être juste l'illustration. On va utiliser un pot pour montrer, pour servir d'exemple. Mais si c'était vraiment ce pot-là auquel on nous introduit quand on nous dit, bah tiens, ça c'est un pot, et si c'était que celui-ci, on ne pourrait pas reconnaître les pots ultérieurs comme étant des pots. Ils ne sauraient pas ce que c'est, etc. Parce qu'ils auraient une autre couleur, ils auraient une autre forme et tout. Alors qu'on les reconnaît comme étant des pots. Donc c'est la preuve que le premier pot qui nous a été présenté n'a servi que d'exemple. Mais le vrai, véritable objet d'expression, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est chouette, Hmm. ça. Très bien. Excellent. Voyons voir. Ok. Pour ce qui est de dire pour, une cognition conceptuelle est nécessaire. Ouais, qui est l'intention ou la motivation, même si les deux sont quand même différentes, hein, l'intention et la motivation. Faudrait que je vérifie en anglais ce qu'ils ont dit. Bah, peut-être qu'ils ont mis motivation, c'est possible. Parce que dans les voies karmiques, il y a la motivation, ouais, il y a l'attitude. Et donc, dans cette motivation, il y a plein de trucs. Il y a l'intention, il y a l'identification et il y a souvent une affliction. Pas nécessairement, mais on pourrait dire qu'il y a au minimum l'ignorance fondamentale, sinon on n'accumule aucun karma. Donc, il faut qu'il y ait au moins l'ignorance fondamentale et qui n'est pas nécessairement, c'est pas non vertueux, hein, l'ignorance fondamentale, elle est indéterminée. Et donc, la voie karmique qui est accumulée peut être vertueuse. Ah, pardon, tu lèves la main. Non, c'est pas grave. Tu parles des voies karmiques, justement. Euh, il y a 4 points. Il y a la base. Donc, Mm. moi, je pensais que c'était pensée, action et puis accomplissement. Mais en fait, au lieu de penser, c'est la motivation. Et dans la motivation, on a l'intention, l'identification Oui, et l'affliction ou la oui, klesha, enfin. ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et la base, ça peut être soit Ah, l'objet lui-même. Par hum. exemple, je sais pas moi, tu écrases une fourmi, tu voulais l'écraser ou l'aider, tu voulais la sauver. Il faut qu'il y ait cet objet-là. Si elle n'est pas là, il n'y a pas de voie karmique complète. Ouais. Et en effet, la motivation, elle inclut l'intention, mais elle ne se résume pas à l'intention. Ouais. D'accord. Ouais. Mhm. Excellent. Très bien, très bien. Donc, bien sûr, bien sûr, souvent, il y a un cléchat au minimum parce qu'il doit y avoir l'ignorance. Sinon, comme on l'a dit, il n'y a pas de karma contaminé qui sera accumulé. Mais il peut y avoir aussi, un état d'esprit vertueux, bien sûr, hein, quand tu veux aider quelqu'un, quand tu veux sauver la vie d'un animal, etc. T'as forcément,
de la compassion. Donc, même s'il y a l'ignorance fondamentale, ça n'empêche pas qu'on ait la compassion en même temps, dans la même, comment dire, dans le même état d'esprit, d'une certaine manière. Eh bien, excellent. Et donc, ok, oui, donc, ok, voilà, par rapport à l'intention et la motivation, souhaitant dire peau. Et c'est à travers l'apparition explicite, ouais, je préfère l'apparence plutôt que l'apparition. L'apparition, ça fait un peu, je sais pas, ça fait Ghostbuster. Ok, donc l'apparence, c'est pas grave. Explicite de la généralité de sens de peau à cette pensée intentionnelle qu'il est dit peau. Ok, donc ça veut dire qu'il faut avoir le concept. Très bien, sinon on pourrait pas dire peau, on pourrait dire autre chose, mais on aurait un autre concept, mais pas celui-ci. De la même façon, lorsque la pensée s'engage vers son objet, elle le fait en association avec une généralité de sens, ok? C'est pourquoi les consciences qui s'engagent par exclusion, c'est-à-dire les cognitions conceptuelles, s'engagent vers leurs objets par le pouvoir de la terminologie. Ok, donc c'est juste pour expliquer en effet qu'il faut une généralité de sens et que souvent, quand on a une généralité de sens, on a aussi une terminologie, mais comme disait la Boitier, je crois, il l'a dit précédemment, dans les pages avant, quand il parlait de la voie de préparation, à moins qu'il le dise après. Je sais plus, à force de le relire, relire les pages et tout. Je ne sais plus où il le dit, mais sur la voie de préparation, par exemple, quand, je sais pas, un bodhisattva médite sur la vacuité, à un moment donné, il y a juste la généralité de sens, mais il n'y a pas la généralité de son. C'est ce qui semble dire dans les textes. Donc c'est pour ça que là aussi, il y a une distinction qui a l'air assez flagrante, même si pour nous, ça a l'air un peu difficile à envisager. Mais il semble, oui, je crois que c'était dans les pages précédentes, ouais, c'est ce que disait la Boitier, quand il expliquait justement le son et le sens, etc. Mais sinon, dans l'immense majorité des cas, on a une généralité de son aussi, ouais. Très bien, eh ben c'est super. Et on a presque fini le bouquin, en fait, parce qu'après, c'est juste les facteurs mentaux et tout ça. Waouh, c'est génial ça. Après, on sera en vacances. Ok. Et donc ensuite, on a les consciences, les cognitions en fait, hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis même à la page d'avant les cognitions qui s'engagent par exclusion et là les consciences qui s'engagent positivement. C'est étonnant, ouais, ils auraient dû garder cognition. Très bien. Donc une cognition, la définition d'une cognition qui s'engage positivement ou de manière collective et une cognition qui s'engage vers son objet par le pouvoir de la chose, exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Par le pouvoir de l'objet lui-même. Ouais. Donc, cognition qui s'engage positivement et cognition non conceptuelle sont synonymes. Donc ça, c'est bien ça. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi? On a déjà parlé de la division bipartite en cognition conceptuelle et cognition non conceptuelle. Et là, on en reparle, mais en utilisant d'autres mots. Alors pourquoi? En fait, c'est juste pour expliquer plus en détail, en fait, comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu expliquer tout ça au moment d'expliquer les conditions conceptuelles et non conceptuelles. Parce que là, quand on dit une condition non conceptuelle, c'est pas nécessairement une perception directe, n'est-ce pas? Je suis en train de réfléchir. Non, parce que une perception directe, c'est non conceptuel et non erroné. Donc, Oui. et une non conceptuelle, elle, elle peut être erronée. Elle peut être erronée, bravo, excellent. C'est Nouveau dicton. super. Excellent. En effet, c'est tout à fait ça. C'est ça qui est génial. Ça veut dire qu'on pourrait les comparer, cognition non conceptuelle et perception directe. Si on les compare, ça Ouh donne. là 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 là, ça j'ai pas encore. Si c'est une perception non conceptuelle, elle peut être directe, mais une perception non, une non conceptuelle n'est pas forcément directe, mais indirecte et non conceptuelle. Voilà, Voilà, bravo. je peux savoir que comme ça. C'est génial. Ça fait trois possibilités alors. Voilà, c'est tout à fait ça. Excellent. Eh ben, c'est super. On voit que c'est bien intégré, tout ça. C'est cool. Oui, C'est génial. Excellent. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, si elle est non conceptuelle, mais qu'elle reste erronée, ce sera une cognition fausse non conceptuelle. On ne pourra pas l'appeler perception directe techniquement.
Mais si elle est non erronée, en plus d'être libre de conceptualisation, alors ce sera une perception directe. Bravo! Oula, c'est super. Excellent. On voit qu'à la fin du bouquin, tout est intégré. On va pouvoir faire des grandes révisions, plein de discussions sur ces points-là. Ok, bah c'est super. L'esprit s'engage vers son objet par le pouvoir de la chose, ou de l'objet, on pourrait dire. C'est-à-dire à travers la projection par l'objet de son aspect vers l'esprit qui l'appréhende. Tout à fait, ouais. Ouais, ils disent que l'objet projette un aspect à la conscience, ouais, tout à fait. Très bien, et l'aspect, on avait vu, ça explique aussi pourquoi on parle de l'autocognition, parce qu'il y a l'aspect appréhendé, l'aspect appréhendant et tout ça. Donc ça, ça a été vu il y a longtemps. Ok, Lama Tsumpa et Yonzin Bulbocak donnent une définition différente. Une cognition qui s'engage vers son objet de manière non partielle. Ouais, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Alors forcément, ça rend la cognition qui s'engage de manière collective, ça lui donne le statut d'être une négation. Ouais, c'est une négation forcément. Donc, si on regarde la définition dans ce cas-là. Ouais, une cognition qui s'engage vers son objet de manière non partielle, il y a l'élimination explicite d'un objet de négation. Ouais, donc dans ce cas-là, la cognition qui s'engage de manière collective est une négation. Mais en même temps, la perception directe en est une aussi. Ouais, quand on dit cognition libre de conceptualisation et non erronée, il y a deux négations. Donc elle est en effet, la perception directe est une négation, tout en étant impermanente. C'est c'est des choses comme ça qui nous frappent pas dès le début. Très bien. Il pose aussi une division tripartite des consciences, des sons et des personnes. Ah oui, 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 tout à fait. Ok, qui s'engagent par exclusion et qui sont ceux-là. Ainsi qu'une division bipartite des consciences et des personnes qui s'engagent positivement et qui sont ceux-là. Ok, donc qui sont ceux-là, c'est juste pour exclure d'autres contextes. Ouais, c'est un petit peu quand on étudie les bases du débat avec les couleurs primaires et secondaires, les couleurs secondaires, il y a le fait d'envisager par exemple une couleur secondaire qui est cela, ça veut dire la couleur de nuage qui est cela. Ouais, ça veut dire que ça c'est juste pour éviter certains débats, parce qu'on dit que le blanc est une couleur principale, et couleur de nuage, c'est couleur secondaire. Donc, la couleur d'un nuage blanc, c'est quoi? C'est couleur principale ou couleur secondaire? La secondaire, non? Ouais, mais pourtant c'est un nuage blanc, c'est un nuage de couleur blanche. Alors le blanc est une couleur principale. Ouais, j'ai du mal à comprendre Ouais. ce raisonnement. Recommence. Ouais. T'as les couleurs primaires qui sont des couleurs principales et les couleurs Oui. secondaires. Oui. Alors, à Oui. partir du moment où tu Oui. dis quelque chose avec le terme couleur principale, c'est une couleur principale. C'est-à-dire, si je dis le t-shirt noir de Jimpa, qui est cela? C'est une couleur Oui. principale. Alors, ça pourrait poser des questions. Ça pourrait Alors, je poser. reviens, je vais voir mon chien. Sors de l'autre côté. Sors. Sors. Je suis là. Pardon. Pas de souci. Oui, parce qu'en fait, on dit que le blanc est une couleur principale et que couleur de nuage est une couleur secondaire. Et donc, si on dit la couleur d'un nuage blanc, c'est quoi? C'est une couleur principale ou une couleur secondaire? Donc, dans le texte, ils disent, voilà, qui est cela, la couleur d'un nuage, qui est cela, ou qui est cela, une couleur secondaire. C'est pour insister que même si c'est la couleur d'un nuage blanc, ça reste une couleur secondaire parce que c'est ce qui est cela. C'est pour ça qu'ils rajoutent ça. Mm. Pour éviter ces types de débats où on sait plus trop où on doit classer cette couleur. Et là, j'ai l'impression que c'est le même cas. Ouais, quand ils disent qui sont ceux-là. Voilà, il dit, il pose aussi une division tripartite des cognitions, des sons et des personnes qui s'engagent par exclusion et qui sont ceux-là. Ouais.
ainsi qu'une division bipartite des cognitions et des personnes qui s'engagent positivement et qui sont ceux-là. Alors c'est intéressant parce que les sons expressifs ne font pas partie euh, de cette division bipartite. Ouais, parce qu'ils disent que les sons, les phrases, les mots qu'on emploie, etc., c'est nécessairement des phénomènes qui s'engagent par exclusion. Alors, en fait, si on dit justement t-shirt noir, on dit nécessairement pas tasse noire. C'est le même principe que pour la cognition conceptuelle. Sauf que les consciences, elles, peuvent être divisées en deux, celles qui s'engagent collectivement et celles qui s'engagent par exclusion. Or, les sons expressifs, jamais. Ils s'engagent toujours par exclusion. Si on dit table, on ne dit nécessairement pas tasse ou table rouge, etc. Donc, il n'y a pas de division bipartite à ce titre-là pour les sons expressifs. Donc, ça, c'est juste un petit détail. Très bien. Alors que les personnes, en effet, les personnes, si leur conscience conceptuelle, si leur conscience s'engage par exclusion, la personne aussi, forcément. Ouais, la personne fait ce que fait sa conscience conceptuelle. Non. Euh, On pourrait dire la oh, personne fait ce que son esprit fait. ouais, mais si les consciences conceptuelles, c'est mental, elle peut faire autre chose au niveau de son corps aussi. Elle Oui, peut tout à fait. pas. Elle, elle fait en partie ce que fait sa conscience mentale, mais elle n'est pas que ça. Exactement. Sauf que le corps, lui, il ne s'engagera jamais de manière par exclusion, de Non, bon, manière ça c'est sûr. collective. Ouais. Alors que la cognition, ouais, elle peut le faire, ouais. C'est ça qui va faire la différence, en effet. Mais sinon, oui, la personne, elle marche, elle est assise parce que son corps marche ou son corps est assis. Tout à fait, ouais. Exactement. Donc la personne, elle fait plein de trucs, elle fait tout ce que font les agrégats en réalité. Mais c'est vrai que Mm. là, pour le fait de s'engager par exclusion de manière collective, il n'y a que le fait que son esprit, en fait, hein, s'engage par exclusion de manière collective qui fait que la personne le fait aussi, ouais. Sinon, ce serait difficile. Après, pour la parole, pourquoi pas, quand on emploie des termes, dans ce cas-là, oui, le son expressif s'engage nécessairement par exclusion. Mais est-ce que la personne est une même entité avec les termes qu'elle emploie ou, ou avec la voix? C'est assez difficile, hein, parce que la voix, bah, elle s'éloigne, hein, elle va vers l'extérieur, etc. C'est du son, on pourrait dire. Mais le son, lui, il est déjà à l'extérieur du continuum de la personne quand il est prononcé, non? Mais d'un autre côté, les mots, la façon de parler, les concepts, ils sont culturels, donc ils font partie aussi de la personne. C'est pas que, comment dire, euh, Oui. il y a bien une différence entre deux personnes en fonction de leur culture. Mhm. Elles auront des consciences conceptuelles différentes, donc Tout à fait. Ouais, ouais. je sais pas. Même si, en effet, il y a des passerelles d'une personne à l'autre, hein, ce qui fait que la communication est possible et Parfois, ouais. parfois. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de friture sur la ligne, hein, dans les communications, justement, parce que tout le monde n'a pas exactement les mêmes référents, ouais, c'est vrai. Mm. Mais ouais, c'est vrai, tout à fait. Et puis oui, comme tu le dis, oui, le vocabulaire qu'on emploie, la culture dans laquelle on vit, tout peut modifier tout ça. Exactement, c'est vrai. Très bien, excellent. Et donc, ok, donc ça on l'a vu. Ensuite, selon Panchen Sonadharpa, et donc selon cette présentation de Lorik, on ne peut pas poser une personne qui s'engage par exclusion ou positivement. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ok, d'accord. Donc, il y a certains auteurs qui sont parfois très spécifiques. Et donc, on pourrait débattre avec ça, parce que, comme on l'a dit, la personne fait ce que font ses agrégats. Donc, Mm. si la cognition conceptuelle s'engage de manière exclusive, forcément, normalement, la personne le fait aussi. On dit, par exemple, tiens, j'ai appris un nouveau mot. J'ai appris ci, j'ai appris ça. Mais en fait, on a appris un truc parce que notre esprit a appris un truc. Donc, c'est étonnant qu'ils disent ça. Mais bon, il a certainement des raisons.
si l'on pose une personne ordinaire comme personne qui s'engage par exclusion, ce que fait Youngzi Burbuchak, on ne peut éviter la faute qu'une telle personne s'engage en fait par exclusion et positivement. Ok. Ah oui, parce que comme tu le disais, elle fait autre chose. Et donc, si on dit que la personne elle a une même entité avec sa conscience auditive ou avec sa conscience visuelle, ses consciences sensorielles, elle s'engage en même temps par exclusion et en même temps pas par exclusion. Donc, c'est peut-être ça qu'ils sont en train de dire, d'accord? Ok, donc on ne peut éviter la faute qu'une telle personne s'engage en fait par exclusion et positivement ou de manière collective. Lorsque les cognitions conceptuelles sont manifestes dans son continuum, elles s'engagent par exclusion et lorsque ce sont les perceptions directes, elles s'engagent positivement. Ok, c'est pour ça que Francesca Nodapa dit qu'elle ne fait pas les deux. D'accord. Donc, Francesca Nodapa ne pense pas non plus qu'il soit souhaitable de poser un Arya Buddha comme exemple d'une personne qui s'engage positivement parce qu'un Arya Buddha ne s'engage pas vers les objets par le pouvoir des choses. La cognition omnisciente d'un Bouddha n'a pas à dépendre de l'objet, c'est-à-dire du fait que la chose projette ou non son aspect. Elle s'engage vers son objet par son propre pouvoir. Ok, d'accord. Donc dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, en effet, c'est très spécifique. Dans ce cas-là, c'est très spécifique parce que, en effet, ça semble être, il n'y a pas d'aspect dans ce cas-là. Il n'y a pas la chose qui projette un aspect à la conscience du Bouddha. C'est par le pouvoir de la conscience du Bouddha qu'il observe une chose, une tasse, etc. Mais c'est pas comme la conscience conceptuelle. Ouais, parce qu'on a dit la conscience conceptuelle, c'est par le pouvoir de l'intention, etc. Mais la conscience omnisciente du Bouddha, on pourrait dire, elle est spontanée d'une certaine manière. Donc c'est très, très... quand on inclut dans la discussion les consciences des Bouddhas, c'est là où on se dit que c'est un peu difficile à envisager ouais, comment ça fonctionne. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Ok, la cognition omnisciente, très bien. Du fait que la cognition d'un Bouddha s'engage en tous les phénomènes sans obstacle, il n'est pas vrai qu'il s'engage vers tels et tels objets qui projettent leurs aspects et ne s'engagent pas vers tels autres qui ne le projettent pas. D'accord? Ouais, ouais. Sinon, il faudrait qu'une infinité de phénomènes engendre une infinité d'aspects à la conscience du Bouddha. Et donc, ça pourrait en effet peut-être poser question. Ça pourrait poser question, ouais. Surtout que dans les textes, comme on avait vu précédemment avec la perception directe yogique, les consciences sensorielles du Bouddha sont aussi omniscientes. Ouais, dans beaucoup de cas, c'est ça qu'ils vont dire. Ouais. La conscience visuelle, la conscience auditive, etc. Tout ça, c'est omniscient dans le continuum d'un Bouddha. Mais ça peut poser question. Ouais. Ça peut poser question parce que la Poitiers disait justement une condition omnisciente, c'est nécessairement une condition qui est survenue par l'union de shamatha et de vipassana. Et donc, ça voudrait dire que les conditions sensorielles sont des conditions mentales. Parce qu'il n'y a que les conditions mentales qui développent shamatha et vipassana. Donc ça peut parfois poser plus de difficultés d'inclure les conditions des Bouddhas dans la discussion. Et ben c'est super, c'est super. On a vu plein de choses. Ensuite, il y aura les consciences principales et les facteurs mentaux. Mais ça va être assez rapide parce que les facteurs mentaux, il y a toute une liste. Mais là, ils n'en parlent pas en fait. Souvent, c'est ce qu'on fait même à la FPMT quand on étudie l'auric. On a bien sûr les divisions septuples, etc. Et une fois qu'on passe aux divisions bipartites et qu'on va envisager les facteurs mentaux, c'est un autre texte qu'on emploie, qu'on étudie. Par exemple, à la FPMT, c'est le texte de Kachin Yeshe Kensen qui cite beaucoup l'Abhidharma Samuccaya, ouais, qui donne les définitions, c'est quoi une sensation, une identification, etc. Et donc là, il passe rapidement parce que c'est surtout les divisions septuples, tripartites et bipartites qui comptent. Donc c'est génial parce qu'on a fait toutes ces présentations-là. C'est magnifique. Je pense qu'on fera ouais, les dernières pages une fois prochaine, mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est surtout peut-être résumer ce qu'on a fait. Ouais. Résumer tout ce qu'on a fait depuis le début. Ouh là 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 là.
Ouais, donc les divisions septuple, tu les connais par cœur. Par cœur, il faut que je réfléchisse. On a les perceptions directes, les, in- les conceptuelles, les Oui, directes, les conceptuelles. Elles sont pas dans l'ordre, la fausse, l'inattentif, la supposition correcte. Je sais plus à combien ça fait ça. alors ça fait, attends, Euh, dans les directs, ouais, les conceptuels. on a les directs, Ouais, les conceptuels, les inférentiels, voilà, la supposition correcte, oui, l'inattentive, le doute, mhm, la fausse, il m'en manque une. Je sais plus. ouais, Il m'en manque une. une qui peut être conceptuelle ou non conceptuelle. Ouais, la subséquente. La subséquente, évidemment. Très Ouais, bien, c'est excellent. Eh ben, c'est super. Et donc, parmi ces divisions septuples, en effet, lesquelles sont nécessairement non conceptuelles? non conceptuelle, bah, Mm. il y a nécessairement la directe, Oui, pas nécessairement la subséquente, puisqu'elle peut être les deux. voilà, Le doute, il est conceptuel. La supposition correcte, elle est conceptuelle. Qu'est-ce que j'ai dit? La fausse, elle peut être, elle est directe, mais aussi conceptuelle. Elle peut être, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme l'inattentive, elle est non conceptuelle. oui. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, génial, magnifique. C'est super. Et lesquelles sont nécessairement erronées? Alors, erronées, c'est les conceptuels. Les Oui, perceptions conceptuelles, elles sont nécessairement erronées, mais parce qu'elles se trompent par rapport à l'objet apparent. voilà, exactement. Exactement. Et donc, il y a les inférentiels, il y a le doute, la supposition correcte. Disposition correcte. Ouais. Et Et puis la subséquente d'une cognition inférentielle voilà. conceptuelle. Et la fausse aussi, oui. Ouais. Même si elle n'est pas conceptuelle, enfin, même si certaines ne sont pas conceptuelles, elle reste erronée. Elle est à la fois erronée et fausse. Enfin, elle Oui, se trompe par rapport à l'objet apparent et l'objet d'engagement. exactement. Oui. Magnifique. C'est super, ça. Mm. C'est super. Et donc, lesquelles peuvent être des cognitions valides? Une cognition valide, une cognition nouvelle et non erronée, bah, une inférentielle peut être valide. Oui, Et puis une sensorielle peut être valide. oui. C'est Euh, quoi la définition d'une cognition valide, tu disais? Elle est nouvelle Oui. et infaillible. Et Voilà, non, bravo. voilà, voilà, nouvelle et infaillible, c'est ça? Magnifique. Cognition nouvelle. Oui. Voilà, Excellent. voilà. Donc, en effet, celles qui peuvent l'être, perception directe, et l'inférence, oui, il y a des débats là, par rapport à ça. Il y a des débats, il y en a qui disent que la cognition inférentielle est nécessairement une cognition valide, et d'autres vont dire qu'il y a des cognitions inférentielles subséquentes. Mais pour Youngzin Podbuchak, il semble que la cognition inférentielle soit nécessairement valide. Très bien, bah, c'est génial ça. Par contre, toutes les autres ne le sont pas. Ouais. Voilà, l'inattentive, elle n'est pas valide. Pourquoi? Elle n'en réalise pas son objet. Elle ne réalise pas son objet, exactement. Et la supposition correcte non plus, d'ailleurs. Mais c'est pareil. Voilà, c'est pareil. La fausse, c'est pareil. Très bien, c'est génial, mais c'est vachement intégré, c'est cool ça. C'est super. Waouh. Et donc en effet, celles qui réalisent leurs objets, par contre, celles qui réalisent nécessairement leurs objets, Une cognition qui réalise son objet, bah, il y a l'inférentiel peut réaliser son oui, objet, la directe réalise son objet, ouais, euh, bah, le doute non, parce que des fois oui, des fois non. ok. La fausse ne réalise pas son objet. Mhm. La subséquente, elle réalise son objet au départ. Oui, exactement, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'inattentive ne réalise pas son objet. Mhm.
Et qu'est-ce que j'ai oublié? La supposition correcte, je l'ai dit. Je sais pas, ne réalise pas Euh, son objet. ouais, ne reste pas, le doute non plus. Et Et la condition fausse non plus, forcément. voilà, oui, Et la directe, on pourrait dire, elle peut le réaliser, son objet, mais pas nécessairement. Ouais, la directe, une perception directe, elle peut être inattentive. Ouais, oui, parce qu'elle peut réaliser nouvellement son objet, elle peut réaliser mais plus nouvellement, donc elle est subséquente, voire même ne pas réaliser du tout, et donc elle peut être inattentive. Sauf la yogique. Ouais, la yogique, elle ne peut jamais être inattentive. Et ben c'est génial ça, bravo! Ouh là là! Excellent, c'est magnifique. Et ensuite, il y avait les divisions tripartites. Ouais, c'était un petit peu plus complexe. Ça parlait de la généralité de sens. En fait, ça parlait des cognitions erronées, conceptuelles et non conceptuelles, tout simplement, non? Ouais, oui. très bien. Donc, si on dit la première, c'est quoi la première des divisions tripartites? Alors, je ne les connais pas dans l'ordre, mais il Pas y a la grave. cognition conceptuelle erronée, la non Ouais. conceptuelle non erronée et la non conceptuelle erronée. Voilà, magnifique. Excellent. Waouh. Je suis halluciné. Halluciné total. C'est génial. Excellent. Donc en effet, après, quand on dit donc erroné et conceptuel, bah, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est toutes les cognitions conceptuelles, quelles qu'elles soient, dans les divisions septuples. Ouais, cognition inférentielle, etc. Très bien. Et quand on dit non erroné et non conceptuel, c'est pareil que de dire perception directe. Mhm. Très bien. Et les non erronés et pardon, les erronés non conceptuels, ce serait pareil que de dire cognition fausse. Cognition fausse non conceptuelle. Très bien, bah c'est super. Et ensuite, les divisions bipartites, on avait vu plusieurs. Il y en a 6 parfois dans certains textes, parfois il y en a moins, parfois il y en a plus. Et donc là, qu'est-ce qu'on a vu au tout début? C'était quoi? La première, c'était valide et non valide, peut-être, non? Dans l'ordre, je ne sais pas. Ouais, je sais pas dans l'ordre non plus, ouais. Il y avait conceptuel, non conceptuel, erroné, non erroné. Il y avait quoi d'autre? Bah, sûrement valide, non valide. Ouais. Bah, là, donc, les facteurs mentaux et la conscience et les consciences principales Mhm. euh, non, qui s'engagent par exclusion et qui s'engagent collectivement. Ouais, ouais. On vient de voir. Et puis, Sensoriel et mental. oui, sensoriel et mental. Très bien. Excellent, ouais, c'est super. C'est super, comme ça, ça nous permet de comparer aussi. Ouais, comme on a dit, si on compare les bipartites avec les septuples, on peut en effet dire lesquels sont nécessairement valides, lesquels peuvent l'être, et on pourrait dire, tiens, lesquels sont nécessairement, s'engagent nécessairement par exclusion parmi les septuples. La conceptuelle s'engage par la cognition conceptuelle s'engage par exclusion. Ouais. Euh, le doute doit L'inférentiel. s'engager. Ouais. L'inférentiel, L'inférentiel, oui. voilà. Le doute doit s'engager par exclusion. Oui. La supposition correcte doit Mhm. s'engager par exclusion. Certaines cognitions fausses peuvent s'engager par exclusion. Oui. Euh, pas l'inattentive, Oui. puisqu'elle est sensorielle, ni Ouais. la directe. Et Oui. puis, je sais pas, j'ai pu faire le tour. Je sais. Et et la subséquente. Ah, et la subséquente, bah, des fois, elle peut s'engager par exclusion si c'est conceptuel. Ça s'engage par exclusion. Génial, excellent, super. Et parmi toutes celles, toutes ces divisions septuples, lesquelles sont nécessairement des cognitions sensorielles? Les cognitions sensorielles, bah, une cognition, une perception directe, Ouais, une perception, une cognition inattentive, une ouais, subséquente d'une directe oui, et une sensorielle, tu m'as dit? ouais, sensorielle, ouais. Est-ce qu'une perception directe est nécessairement sensorielle? Non, non, une perception directe, elle peut être yogique, donc elle est mentale, Oui, elle n'est pas forcément sensorielle. oui, Mais dans les perceptions directes, il y a des sensorielles. exactement, très bien. Mais et je me demandais, c'était la fausse, elle peut être aussi sensorielle, la Oui, fausse. tout à fait, Mm, exactement. Ouais, elle peut être sensorielle, elle peut être mentale, mm, en mm. effet, et elle peut être conceptuelle. Ouais, très bien, c'est génial. Donc Tu en fais fait, quoi comme différence entre mental et conceptuel? alors, on pourrait dire si c'est conceptuel, c'est nécessairement mental.
Mais si c'est mental, c'est pas nécessairement conceptuel. Ouais. Par Mm. exemple, justement, comme tu parlais de la perception yogique, c'est une cognition mentale, mais qui n'est pas conceptuelle. Mhm. Ouais. On pourrait dire aussi, pourquoi pas, celle qui est mentionnée dans les perceptions directes, qui sont divisées en quatre chez les Sautrantika ici. Il y a la perception directe sensorielle, perception directe mentale, autocognitive et yogique. Donc la perception directe mentale, celle qui est indiquée en cette occasion, il parle de ce moment infinitésimal de perception directe mentale qui suit un train de perception sensorielle. Et donc dans ce cas-là, elle appréhende un objet tel qu'une forme. Mais chez les êtres ordinaires, elle est inattentive puisqu'elle est extrêmement rapide. Ouais. La, la cognition mentale, c'est que ça fait référence à, c'est la conscience mentale qui va intervenir en fait. Mais et Oui. la conceptuelle, il y a aussi un raisonnement. C'est parce qu'en plus il y a le raisonnement en fait. Un raisonnement ou alors pas nécessairement un raisonnement, mais une pensée en tout cas. Et On quelle est peut la dire. différence entre une pensée et un raisonnement? Enfin, c'est pas ça, mais bah, si. Ouais, par exemple, tu te dis, tiens, elle était jolie cette voiture. Mais là, il n'y a pas vraiment de raisonnement, c'est juste un commentaire d'une certaine manière. Ah oui, donc raisonnement ou commentaire. En fait, il y a une phrase, il y a quelque Ouais, chose qui. D'accord. ouais, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'un raisonnement, c'est plutôt, il y a de la logique qui est employée. Alors que là, si on dit, tiens, l'arbre était beau, etc., dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de raisonnement spécifique. Mais il y a un concept, ça c'est sûr. Ouais. Donc on pourrait dire, dès qu'il y a un raisonnement, nécessairement du concept, c'est nécessairement conceptuel. Et c'est nécessairement mental. Mais si c'est mental ou si c'est conceptuel, il n'y a pas nécessairement un raisonnement. Par exemple, si tu médites, je sais pas, sur l'impermanence subtile, sur la vacuité, une fois que tu as raisonné, après tu médites sur le concept de l'impermanence subtile ou de la vacuité. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de raisonnement. Il y en avait un initialement, mais là c'est juste, on reste sur un concept d'une manière un peu statique, d'une certaine manière. Ou un souvenir. T'as le souvenir de ton enfance, un souvenir agréable, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raisonnement non plus, pas nécessairement. Ouais. Mais ça reste conceptuel. Donc c'est là où on peut se dire conceptuel et mental, trois possibilités. Ouais. Hmm. On peut dire conceptuel et inférentiel, trois possibilités aussi. On pourrait dire ça. Ouais. Impeccable. C'est génial. Donc, en effet, si c'est inférentiel, ça doit être conceptuel parce que c'est nécessairement issu du raisonnement. Mais si c'est conceptuel, c'est pas nécessairement inférentiel ou déductif. On n'est pas nécessairement en train de raisonner de manière spécifique. On peut simplement avoir juste un concept à l'esprit ou pas nécessairement que le concept, mais genre une proposition verbale à l'esprit. Se dire, tiens, la voiture était jolie. Un truc comme ça. Ouais. Impeccable. Hmm. Eh ben, c'est super, tout ça, c'est vachement intégré. Voilà, ça fait tellement plaisir, on peut pas savoir. Tellement plaisir de voir que ça passe direct, pif, paf, pouf. Et ouais, c'est génial, franchement, alors là. Et puis, donc, la fois prochaine, on fera en effet les consciences principales et les facteurs mentaux. Et là, il n'y a plus beaucoup de pages, on aura fini la relecture. Donc après, moi, je vais me taper tout le PDF, hein, parce que au début, je me suis dit, ouais, je vais corriger au fur et à mesure à chaque classe, tout ça, je vais mettre en vert sur le PDF. Et puis en fait, non, j'ai fait que le début, genre les premières pages. Et puis bah après, j'ai tout à relire, mais ça va être un plaisir parce que bah, j'adore ce bouquin. Donc voilà, ça va être cool. Comme ça, on va pouvoir envoyer ça à Vénérable Deschaines aux éditions Mariana. Et puis ils vont être contents. On aura fait un super boulot. Alors au début, il y avait plein de relecteurs. Après, ça a été, voilà, il y a eu un noyau dur. Et puis plein de gens qui ont fait autre chose et plein de gens qui suivent en replay. Plein de gens qui suivent avec le texte. Soit ils l'ont en PDF, soit ils ont le texte, le livre à la maison. Il y a plein de gens qui suivent en replay, donc on peut leur faire coucou et vont être hallucinés aussi de tes réponses. Donc c'est bien, ils vont se dire, ah là, j'aurais bien aimé faire la même chose. Et puis bah, après, on aura terminé. Donc, comme on disait, après, pourquoi pas prendre un texte sur les écoles philosophiques
Et puis faire le vendredi soir, soit un vendredi sur deux les écoles et un vendredi sur deux les débats, soit faire que les écoles et les débats qui s'en suivent sur les écoles. Parce que là, avec le vendredi soir, j'aurais aimé qu'on reprenne l'ORIC, tu vois, comme on avait dit. Reprendre l'ORIC le vendredi soir parce qu'on a fait une saison. Une première saison sur que les débats purs et durs. Après, on a suivi avec Lorik et tout ce qu'on fait là, le vendredi soir, c'est que des révisions. C'est que des révisions de ce qu'on avait fait parce que je sais même pas à quelle session on est, mais genre ça doit être 30, je sais pas quoi, vers même 40. Et donc, c'est plein de révisions de ce qu'on a fait précédemment. Et j'aurais aimé qu'on fasse Lorik avant de reprendre les écoles philosophiques. Donc, on fera certainement quelques sessions là-dessus. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, alors peut-être qu'on fera l'ORIC là jusqu'à la saison, là jusqu'à la fin juin. Et quand on reprend en septembre, à moins qu'il y ait plein de gens qui veulent reprendre en août, moi ça me dérangerait pas. Si c'est voilà. C'est tout. Moi, Ouais. ça dépendra des événements. En fait, franchement, là, je peux pas sur le long terme le Tu prendre. peux pas prévoir sur le long terme, c'est tout à fait normal. Donc, je vais proposer un sondage sur le WhatsApp, dire aux gens, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on reprend mi-août ou septembre, etc. Moi, ça me fait aussi une pause pour l'été. Donc, c'est bien aussi. Je vais remanier le texte des écoles philosophiques que j'ai traduit pour la FPMT. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de copyright, vu que c'est à partir du tibétain. Et comme ça, on fera ça certainement le vendredi soir. Ouais, et, Mhm. on va de voir ça comme ça. En tout cas, bravo Sabine, ça me fait bien plaisir toi, de voir que tu vas bien et que tout ça a bien été digéré, infusé dans ton esprit. C'est magnifique pour le bien de tous Ouais. les êtres. Pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté de la main, puissent tous les êtres rapidement obtenir l'éveil, puissent toutes les personnes malades trouver des médecins et des médicaments efficaces et compétents, et que tous les défunts retrouvent une précieuse existence humaine le plus rapidement possible, et que nous soyons tous heureux et heureux de continuer d'étudier. Merci, Merci. Sabine, c'était un grand plaisir. Prends bien soin de toi. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Moi aussi. Merci. Bon courage. Bon. Merci.